On va continuer donc sur quel véhicule, sur quelle route et pour quel transport. J'appelle sur scène Nicolas Autière, directeur département composant du système de l'Institut français des sciences, technologies, des transports, de l'aménagement des réseaux. C'est l'IFSTAR, c'est un laboratoire. Installez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Avec nous également Umberto de Pretto, secrétaire général de l'IRU, l'Union internationale des transports routiers, qui vient également sur scène. Jacques Van Wittenberg, qui est l'un des responsables de l'Observatoire de l'innovation dans l'énergie. Où est monsieur Van Wittenberg? Il est par ici. Voilà, installez-vous, monsieur, à côté de monsieur De Pretto. Et Anil Bénard Dende, directeur général des opérations de Showroom Privé. Showroom Privé, c'est l'un des grands acteurs du e-commerce avec quelques 25 millions d'inscrits, 5 millions d'acheteurs, un chiffre d'affaires de presque un demi-milliard d'euros. Installez-vous, on les applaudit, s'il vous plaît. Quel véhicule, sur quelle route et pour quel transport? On en parlait, on est en train de vivre une véritable révolution donc, dans le monde du transport de fret. Avant que je vous donne la parole, monsieur Van Wittenberg, je voudrais d'abord qu'on évoque cette expérience menée donc, il y a moins de 3 semaines avec un poids lourd d'auto, Auto O2TO, c'est une start-up donc, de Uber. On regarde et on revient tout de suite après. Petite vidéo qui va arriver, on la regarde. The driver would still be involved with the pickup, loading the freight, making sure it's secure in the back of the vehicle. And then once you're on the interstate, one switch and it's driving itself down the road. I proclaimed to one of the technicians, I said, I don't think I could have done that better myself. That was an interesting moment. Alors vous avez vu, donc ça s'est passé aux États-Unis. Vous avez remarqué également que le camion transportait de la bière d'une célèbre marque Budweiser. L'idée, c'est que sur une ligne droite, sur une autoroute, donc, eh bien, le camion a pu rouler avec pour seul guide des caméras, des radars, des capteurs embarqués. Bon, le conducteur n'était pas très loin, bien entendu, mais il n'était pas au volant. Jacques Van Wittenberg, donc, mythe ou réalité, on y est déjà, donc on le disait, le secteur routier est en pleine transformation. Oui, effectivement, je remercie déjà la FNTR de m'avoir invité. J'aurais pu participer d'ailleurs aussi à la table ronde suivante dans le domaine de l'énergie, puisque je m'occupe de programmes d'électromobilité, notamment sur les poids lourds, avec 3 programmes concrets en cours de route, si je puis dire. D'une part, au Grand Port Maritime du Havre, hein, qui est partenaire d'Electric Way, notre programme d'électromobilité, pour l'électrification de camions dans le cadre de l'enceinte portuaire, pour des tracteurs de 44 tonnes. D'autre part, un projet de livraison urbaine avec Paris et la région Île-de-France avec le groupe Carrefour, également pour l'électrification de camions de 19 et de 26 tonnes, avec des technologies qui ne sont pas des bornes filaires, soit de l'induction, soit du conductif. Et enfin, un dernier projet avec, qui pourra d'ailleurs rejoindre ce que je vais présenter, concernant une autoroute électrique, dans le cadre d'un projet d'un AMI de l'ADEME que nous avons gagné, dont l'IFSTAR d'ailleurs est partenaire. Alors, revenons juste sur cette expérience. Voilà. Comment est-ce qu'elle a pu être menée? Comment est-ce qu'elle a pu être menée à bien, justement? C'est quoi les clés de la réussite? La question, c'est est-ce que c'est un mythe ou une réalité? D'abord, c'est une réalité. Ouais. C'est une réalité, simplement, il ne faut pas voir ça pour, j'allais dire, 2017-2018. C'est évident qu'il y a, dans le domaine des industriels, et notamment de la Silicon Valley, une très forte poussée pour aller vers ces systèmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les technologies existent. Néanmoins, il faut être prudent parce que ça nécessite de revoir en fait fondamentalement beaucoup de processus, notamment industriels, techniques, sécuritaires et sociétals.
Et c'est peut-être là, d'ailleurs, sur ce dernier point que le bas blesse, puisque une étude récente, par exemple, d'une filiale du cabinet d'audit Pricewaterhouse, dit que s'il y avait 100% de camions dits autonomes, on pourrait d'ailleurs donner une définition plus précise de ce que c'est qu'un camion autonome oui, parce et un que camion juste, semi-autonome. on va faire un peu de pédagogie. Le véhicule autonome, ce n'est pas forcément un véhicule sans chauffeur. Hein. Exactement, Ouais. exactement. Umberto pourrait peut-être mieux en parler que moi, mais il y a par exemple eu cette année une décision de l'UNES, qui est en fait une structure de l'ONU, qui a décidé le 23 mars dernier de modifier la Convention de Vienne. Et cette Convention de Vienne imposait jusqu'à présent à ce qu'un chauffeur routier ait les deux mains sur le volant. Or, le 23 mars, eh bien, ils ont modifié cela en permettant justement à ce que le chauffeur n'ait plus les deux mains sur le volant. Ce qui donne effectivement une autoroute, si je puis dire, pour permettre de faire des tests dans le domaine du véhicule autonome. Mais ils n'ont pas touché à un point excessivement important, qui est l'obligation d'avoir un chauffeur dans le véhicule. Ah oui, c'est ce qu'on voyait. Il peut se reposer à l'arrière, donc tranquillement. Voilà. Donc, et d'un point de vue social, ça peut être très intéressant. Voilà. Alors, on est effectivement dans une problématique que je qualifierais d'abord technique, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir au-delà des capteurs, des radars, même si les études montrent qu'il y aurait une amélioration en termes essentiellement des accidents. Puisque, à titre d'exemple, un être humain met 1 seconde 4 dixièmes pour pouvoir freiner. Ces systèmes de véhicules autonomes ramènent à 1 dixième de seconde, ce qui est colossal. Et donc, ça permettrait effectivement d'avoir des gains, y compris sur la tension, effectivement, des chauffeurs, etc. Il y a beaucoup de problèmes à résoudre sur la standardisation, la normalisation de ces nouvelles technologies. On est loin encore. Il y a eu beaucoup d'expériences, notamment de ce qu'on appelle en Europe le MS ou le platooning aux États-Unis, mais qui est repris également maintenant en Europe. Il y a eu des expériences très concrètes. C'est la conduite en convoi sur laquelle on reparlera tout à l'heure. Exactement. Alors, ces technologies ont montré en Allemagne, aux États-Unis, aux Pays-Bas, les constructeurs de camions, que ce soit Daimler, Scania, DAF, Volvo, et j'en passe, ont tous montré la pertinence de la technologie. Simplement, elle ne dialogue pas entre différentes marques de constructeurs de camions, ça ne marche pas. Il y a donc une réglementation en termes de standardisation, une normalisation à mettre en œuvre. Après, il y a un autre problème qui est effectivement le coût de ces technologies, même si les gains estimés seraient très importants, puisque d'ici à 2030, s'il y avait 100% de véhicules autonomes, avec un chauffeur néanmoins dans le véhicule, on pourrait diminuer, selon les études, par 3 le coût d'exploitation d'un transport routier. Mais ces études montrent justement que là où il y a une économie certaine, c'est là où ça risque de faire plus de grabuge sur le plan social, c'est lié aux chauffeurs. Et ce problème, évidemment, les techniciens ne s'en occupent pas. Or, c'est un vrai problème, c'est-à-dire que doit faire un transporteur routier de ses chauffeurs si il est là dans le camion à taper la belote ou je ne sais quoi. Donc, il y a une véritable réflexion à faire. On appelle ça dans les cabinets de conseil de la conduite du changement, c'est-à-dire quelle serait la tâche ou les tâches supplémentaires que pourrait faire le chauffeur lorsqu'il est, on va dire, non pas à s'occuper d'un jeu vidéo, mais à regarder la route, parce qu'il est obligé néanmoins de maintenir une attention. Tous les exemples montrent que les véhicules autonomes, et là je parle plus des véhicules légers, sont liés à des inattentions humaines, c'est-à-dire que l'être humain se confie complètement à la technologie, ce qui n'est pas le cas. Alors, en plus, pour répondre à votre question, et vous l'avez dit dans votre introduction, c'est évident que c'est valable pour des autoroutes, des convois sur autoroute, et encore avec des voies aménagées dédiées, spécifiques dédiées à cela. Il est impensable aujourd'hui de mettre ça en circuit urbain. Oui, en même temps, il y a d'autres expériences qui sont menées. Je regardais donc en Suède, on est à
1300 mètres de profondeur dans une mine Voilà. en Suède, hein, donc assez peu ou pas de lumière, hein, quelque Oui. part. Volvo a testé un camion autonome avec des lasers qui Voilà. balayent quelque part les alentours sans laisser d'angle mort, qui mesurent les distances. L'idée, c'est d'utiliser à terme ce type de camion autonome, par exemple sur des ports ou dans des mines, quelque part. Ça, c'est possible. Hein. Alors, c'est possible, là encore, sur le plan technique. Reste à mettre en œuvre une méthodologie ou un processus, ou un process, comme on dit en anglais, permettant d'avoir des véhicules qui puissent circuler en toute sécurité. Parce que dès qu'on est en dehors d'un convoi sur une route rectiligne, ou disons que l'on suit de manière relativement facile, par exemple, les mines, même à ciel ouvert, ou encore plus les mines sous terre, là, posent des problèmes, parce qu'il y a toujours des aléas. Or, le principal problème de ces technologies, c'est la gestion de l'aléa. Exactement, d'ailleurs, comme sur les problématiques d'énergie électrique, la problématique, on la maîtrise relativement bien, mais le problème majeur reste l'aléa, c'est-à-dire la grève, l'accident, le pont qui est détruit ou bouché, etc. Un rocher qui tombe, voilà. etc. Bien sûr. Et donc, c'est le principal problème que l'on doit régler au niveau de l'utilisation de ces véhicules en dehors, une fois de plus, de circuits. Tous les tests qui ont été menés, que ce soit au Japon, il y a eu des convois depuis 2013 qui fonctionnent très bien, avec des motorisations diesel aujourd'hui, mais que ce soit Freightliner de Daimler ou Volvo ou DAF ou Scania et excusez ceux que j'oublie de citer, excusez-moi, la plupart des solutions sont efficaces, mais toujours dans un environnement très spécifique. Alors justement, comment est-ce qu'on conçoit ce type de véhicule autonome? Tiens, Nicolas Autière de Lifstar, justement, un petit peu le laboratoire, le jeu où trouve tout, hein, on va rentrer un petit peu dans les coulisses avec vous. Comment est-ce qu'on conçoit un tel véhicule? Comment est-ce qu'on gère l'aléa, dont parlait tout de suite M. Van Wittenberg? J'en sais rien, le soleil, le brouillard, la poussière, par exemple. Tiens, racontez-nous, faites-nous pénétrer un petit peu dans les coulisses d'un labo. Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Sur ces sujets d'aléas, il y a, disons, il y a un gros travail, on va dire, de traitement de données. Hein. On parle beaucoup des capteurs, on parle beaucoup de traitement de données, de récolte de données, de mise au point des capteurs. Donc il y a tout ce travail sur, on va appeler sur la mise au point des capteurs, le dimensionnement, un petit peu l'usage de ces capteurs, et ensuite d'aller fusionner, travailler sur la redondance pour essayer en fait de combler les failles d'un capteur vis-à-vis d'une problématique. Moi j'ai longtemps travaillé, j'ai fait beaucoup de recherches sur le brouillard. Moi j'ai travaillé sur comment par exemple on pouvait jusqu'à à l'aide d'une simple caméra pouvoir estimer, détecter la présence de brouillard, inverser le modèle physique et utiliser le brouillard comme une caméra supplémentaire. Donc de finalement faire mieux circuler le véhicule partant de brouillard qu'en absence de brouillard. En absence de brouillard. Voilà. Ça, c'était des travaux. Alors, c'est tout un travail, mais c'est la recherche. Ça a des grands progrès en matière de traitement de données, on va appeler de deep learning, qui pointent leur nez en ce moment et qui permettent de résoudre un certain nombre de problèmes de reconnaissance de forme. Aujourd'hui, on approche des 100% de reconnaissance dans des conditions standards. La question, et c'est le programme sur lequel moi je travaille, c'est plutôt quand finalement on ne sait plus comment gérer l'aléa, qu'on n'a plus de solution pour gérer certaines situations, ou comment finalement l'infrastructure peut aider à compenser et doit aider à finalement le véhicule à percevoir son environnement. Alors je prends un exemple tout simple qui va traiter de la visibilité toujours, c'est le marquage. Les marquages de voies qui sont de la peinture. Et cette peinture, elle a été conçue à l'origine pour permettre aux conducteurs de mieux voir la route. Et donc c'est l'œil qui a été, les critères de performance de ces marquages sont fondés sur la perception de l'œil humain. Or, les capteurs qu'il y a à bord du véhicule ne sont pas
sur les mêmes principes Adapté. Alors la caméra, pourquoi pas, mais alors sans rentrer dans les formules mathématiques, les marquages sont qualifiés, par exemple, sur la quantité de lumière qu'ils sont capables de renvoyer, et les marquages sont détectés par une caméra en dérivant signal. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est avoir quelque chose d'insensible à la quantité de lumière. Donc, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'on a le camion donc, qui est équipé de lasers, de caméras, qui est connecté quelque part. On viendra tout à l'heure avec Monsieur Depréto sur le camion connecté. Ça voudrait dire aussi que la route également doit changer de configuration. On doit envisager quelque part une route intelligente, une route connectée? C'est ça. Sur cet exemple de cartographie des marquages, par exemple, un laser, aujourd'hui, n'est pas sûr de pouvoir percevoir aussi bien qu'une caméra. Les radars, avec les peintures actuelles, ne permettent pas d'eux. Et donc, il faut compléter ces capteurs par de la cartographie du numérique. Donc, ça va avoir des relevés préalables de l'infrastructure qui vont permettre au véhicule d'augmenter sa fiabilité de fonctionnement. Et parce que les capteurs, c'est de la physique, ils ont un angle solide, un pixel d'une caméra, ça a une certaine taille, et à 100, 200 mètres, ça représente par exemple 20, 30 mètres. Donc ce n'est pas des capteurs continus, c'est des capteurs discrets. Et donc il faut compléter, parce que les véhicules autonomes, on les voit dans les vidéos, ils ne vont pas à des grandes vitesses. Ils sont à des vitesses lentes pour pouvoir s'arrêter justement en cas d'urgence, mais ils sont des véhicules myopes. Et donc pour les rendre moins myopes, l'idée, c'est de rendre la route coopérative et de lui donner les informations. Et là, il y a un problème de taux d'équipement. Qui fait quoi? De poules et d'œufs, de savoir qui c'est qui va mettre des bornes, le long des routes, qui c'est qui va mieux entretenir le marquage pour que les camions puissent circuler. Quand on sait qu'il y a déjà de moins en moins d'argent pour entretenir les routes, et on voit comment certaines routes deviennent dans un état que vous connaissez tous et toutes, bien entendu, a fortiori, quand il va s'agir de mettre des capteurs pour faire des routes intelligentes, des routes électriques aussi, quelque part aussi, parce qu'il y a cette notion de route électrique aussi. Qu'est-ce que c'est? Cette idée, c'est finalement, on parle d'autonomie de poids lourds, on parle de poids lourds électrifiés, par exemple. Et c'est quoi? C'est comme un tramway, non? Comme un tramway, par exemple, ou tramway, alors avec Contact, on a des technologies comme la technologie APS de Alstom, mise sur poids lourd, ou alors par exemple de l'induction, c'est-à-dire sans contact, la chaussée elle-même va transférer de l'énergie au poids lourd pendant qu'il roule. Voilà. Donc ça, ce sont des technologies, et vous avez aussi les caténaires comme sur les trolleys, donc ça c'est une technologie de Siemens. Donc vous avez 3 grandes familles de technologies aujourd'hui pour répondre à cette question. Ouais. Et donc nous, ce qu'on essaie de, justement, on a initié un programme de recherche qui essaie de ne pas considérer ces sujets-là en silo, de concevoir une nouvelle route ou une adaptation des routes actuelles qui soit à la fois plus économe en matériaux, en ressources, pour qu'elle soit moins chère à l'entretien, d'un point de vue économie de ressources, transition écologique, transition énergétique, une route qui transfère de l'énergie mais qui peut aussi autoconsommer l'énergie qu'elle produit. C'est quoi? C'est ce projet de route solaire aussi qui est mis en place en Normandie. Alors, je ne sais pas si l'Orne, pardon, pour ceux qui viennent de Normandie, c'est la région la plus ensoleillée du monde, mais enfin, en tout cas, il y a un projet qui est mis en place depuis quelques semaines, quelques mois. Le chantier est en cours, donc c'est le groupe, c'est la technologie Wattway du groupe Colas. Alors, contrairement à ce que vous dites, en fait, c'est plutôt bien. Ah bon? Pardon. Parce que la route j'ai le droit de me tromper. Alors, sans faire de physique, mais la route, c'est un corps noir, ça chauffe. Donc, par ailleurs, on peut l'utiliser pour capter la chaleur. Et donc, elle est restituée quoi, au camion, c'est ça? Non, la route est noire, donc elle chauffe. Quand on met un panneau solaire, ça chauffe. Et son rendement dépend de la chaleur. Donc, en fait, pour optimiser une route solaire, il ne faut pas qu'il y ait trop de chaleur. Donc, en fait, la mettre à un endroit en Normandie, ce n'est pas forcément une si mauvaise idée. Voilà. Pardon, les Normands. Voilà. On va juste Monsieur Van Winterberg, j'avais juste une petite question à vous poser simplement, et puis après je voudrais qu'on écoute absolument les autres, spécialistes et utilisateurs, showroom privé, bien sûr, puisque c'est l'un des artistes du e-commerce, donc il utilise évidemment des camions, des camionnettes. L'autonomie, quand on parle de véhicules autonomes, elle va jusqu'où cette autonomie? Il y a plusieurs degrés d'autonomie, j'imagine. Oui, il y a une classification internationale qui donne 5
grade, si je puis dire, en quelque sorte, aux véhicules autonomes. Aujourd'hui, on va jusqu'au, à peu près, disons au niveau 4, mais le véhicule full autonome, le niveau 5 n'est pas atteint. On n'a pas. Le niveau 5, c'est quoi? C'est quoi le NEC plus ultra en autonomie? Le NEC plus ultra, c'est vous pouvez normalement complètement vous consacrer à autre chose dans le véhicule. Le véhicule est apte avec l'ensemble des systèmes, capteurs, radars, caméras et autres solutions, GPS, Wi-Fi, etc., de pouvoir circuler dans un environnement urbain, c'est-à-dire pouvant détecter des piétons, etc. C'est donc le degré ultime. Mais là, ce sont beaucoup plus des travaux que je qualifierais de laboratoire que des travaux beaucoup plus concrets, comme ils ont déjà été mis en France, notamment par l'Institut VDECOM, de la possibilité de faire circuler des véhicules autonomes, mais qui vont au niveau 4, comme Valeo également l'a fait, ou comme Citroën, ou etc. Voilà. Alors, Umberto juste une dernière précision. Oui, alors allez-y, je vous en veux. Vous parliez de Normandie sur la route électrique. Nous avons, avec la route solaire même. Alors là, nous avons, un projet de corridor autoroutier électrique, de convoi de camions électriques. C'est le seul et le premier projet en France qui va tenter de gérer l'ensemble des domaines techniques, financiers, économiques, énergétiques et également sociétaux sur un corridor, un tronçon sur l'autoroute A13. Voilà. Bon, Monsieur De Pretto, donc secrétaire général de l'Union internationale des transports routiers, venu de Suisse, hein, c'est là-bas le siège de l'IRU. On a parlé du camion autonome, parlons également du camion connecté, évidemment. Et là, comme on le dit, le futur, il est déjà là. Les acteurs du transport routier de marchandises sont aux avant-postes. Absolument. Première chose, malgré le fait que je suis canadien d'origine et que j'ai vécu à Genève depuis presque 21 ans maintenant, mon français est hyper anglophone. Alors déjà, je présente mes excuses, mais j'espère pas besoin, tout va bien. J'espère que je peux me présenter mes points de vue. Première chose, c'est là aujourd'hui. On ne peut pas jouer l'autruche et mettre notre tête dans la sable. C'est là. Et si on pense, je pense, je ne suis pas là pour discuter la technologie, je ne suis pas technologue, si c'est un mot en français. Moi, je vois ce qu'il y a. Si je pense qu'en 1988, j'étais dans un bureau d'un député au Canada, et je me souviens, il y avait une machine qui est arrivée, et ils ont dit, vous mettez le papier là, et ça arrive à une autre page. J'ai dit, mais non, ce n'est pas possible, un fax. Mais j'ai vécu ça. Je me souviens quand j'ai commencé à travailler, on n'avait pas des ordinateurs pour les bases de données. On avait des papiers pour envoyer des lettres aux citoyens, des gens dans notre circonscription. Pas mal comme mot, hein? Et si on regarde aujourd'hui, ça n'existait pas il y a 10 ans. Et tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est à cause de ça. Uber existe à cause de ça. Ce que l'on a vu avant, à propos du ministre Macron, il a dit, les clients sont là-dedans. Les clients, on les trouve. Alors, le concept Uber, ce n'était pas un concept transport, c'était un concept, si c'est en bon français, on a marre avec les taxis qui ne feront pas un service. Alors, nous, on veut donner un service avec ça. Alors, moi, j'ai une voiture, j'ai ça, ça veut dire que je peux trouver des clients. Ça, c'est le modèle Uber. Et c'est là. Maintenant, Uber commence déjà, on a vu le film avec des camions, ils mettent déjà en place des taxis qui sont autonomes. Alors, ça veut dire ça existe. On peut dire, non, ça ne va pas arriver, il y aura des lois qui doivent changer, oui. Mais la base du modèle de Uber, c'est aussi, ils s'en fichent réellement, c'est français ça, ils s'en fichent réellement des lois. La base de leur business model, c'est, voilà, nous, on va fournir un service, s'il y a la loi ou pas, ça n'importe. Alors, si nous, on dit, oh oui, il va tout changer, nous, on est là. Bien sûr, on doit suivre les lois. Il ne faut pas mal comprendre ce que je dis. Il faut suivre les lois. Les gouvernements doivent mieux suivre les innovations, mais nous, on doit se réveiller parce qu'il y a des changements qui vont bouleverser notre industrie. Nous, on parle des véhicules autonomes, on parle des grands camions. Il y a des autres concurrents. Les drones sont des concurrents et s'ils sont autonomes. Il y a Deutsche Post et la Poste suisse qui ont des petits véhicules qui aujourd'hui amènent la poste avec une façon autonome. Alors, le futur,
si on peut regarder le futur, là on est déjà au futur. C'est dans mon avis de tout ce qu'on parle aujourd'hui, des véhicules autonomes, toutes les choses qui sont interconnectées, tout ce qui est plus en plus digital. même. De plus en plus. On est là. Maintenant, est-ce qu'on va répondre? Est-ce qu'on va être impliqué dedans? Ou est-ce qu'on attend et on voit et après on répond? Si on répond, c'est trop tard. Il faut s'impliquer maintenant dedans et se mettre dedans. Quand on dit que le monde maintenant est interconnecté, ça veut dire le véhicule avec la marchandise, avec les clients, tout est digital maintenant, tout. Et si on n'est pas dedans, si on n'a pas vu ça maintenant, c'est trop tard. Il faut se réveiller. C'est pas prendre 2 cafés, bien café espresso italien pour se réveiller, mais il faut se lancer dedans. Surtout que les applications, elles sont infinies quand on parle de véhicules connectés, de camions connectés. Des conseils en matière de sécurité routière, la fluidité du trafic, la recherche d'une place peut-être pour livrer, voilà, également. Repérer les stations-service, les restaurants, les places de parking disponibles, les aspects de sécurité, voilà. Prise en compte des préférences personnelles aussi, quelque part, parce qu'un routier, c'est son bureau, il y passe des dizaines d'heures chaque semaine. C'est tout ça, la connectivité d'un poids lourd, d'un camion, enfin, un poids lourd ou autre. Absolument. Tout ce que vous venez de dire, c'est exactement le point. Mais il faut penser encore plus en futur. Ouais. C'est-à-dire, voilà les raisons pour lesquelles on doit être connecté. Mais l'avenir, c'est nos enfants. Si on pense à nos enfants qui ont 10 ans, pas les miens, ils sont plus âgés, mais je peux aussi voir qu'eux, ils ne sont pas intéressés à conduire une voiture, ils veulent prendre le transport public, et s'il y a aujourd'hui une voiture autonome, ils sont preneurs. Hein. Des enfants de 10 ans en Italie, je peux dire ça parce que j'ai une passeport italien aussi, des enfants de 10 ans, ils ont fait un sondage. Ils ont donné un téléphone, un ancien appareil avec une décroche pour répondre. Et la première question, c'était, c'est quoi ça? Seulement la moitié pouvait répondre sur un téléphone. Et après, quand ils ont dit, mais comment est-ce qu'on utilise? C'est où le bouton? C'est où le bouton? Comment est-ce qu'on envoie des messages? En 10 ans, ces enfants auront 20 ans. Imaginez où ils sont. Moi, je ne peux pas imaginer. Si quelqu'un me pose la question, Umberto, où est-ce qu'on sera dans 10 ans? J'ai aucune idée. Ah si en 10 ans, on a ça, il y a 10 ans, et comme ça ne vous a besoin, essayez de perdre ça. Ça veut dire quoi? Le futur est là, mais impossible à prédire impossible. Quelque part. Vraiment, si je veux être futuriste, que je ne suis pas, je pense qu'un Français très bien connu, Luc Besson, a vu le futur avec le 5e élément, le film 5e élément, où on a tous ces niveaux de transport, c'est-à-dire la population va agrandir pour une vitesse énorme. Ça veut dire le transport, le besoin de mobilité, le besoin de transporter les marchandises va augmenter. Mais les routes ne vont pas augmenter au même rythme. Maintenant, le véhicule autonome interconnecté on peut mieux utiliser les infrastructures avec ça. Mais on va arriver aussi à un point où on a besoin d'autres niveaux. Et là, les drones, je pense, deviendront plus grands et peut-être ce deviendront nos véhicules. Aujourd'hui, on utilise un camion parce qu'aujourd'hui, c'est notre outil de travail le plus efficace. Demain, c'est peut-être une drone, on ne sait pas. On va justement, ce qui peut mieux servir notre industrie. Anil Bernardende, justement, donc l'un des responsables de showroom privé, directeur général des opérations, on vient de parler des drones. Et c'est vrai que ça nous amène à cette réflexion sur comment innover dans la supply chain, donc dans la chaîne logistique, la chaîne d'approvisionnement. Il y a les drones, il y a également donc la robotisation des plateformes logistiques. Et on le voit, tout bouge très très vite. Jusqu'où? Là, pour le coup, on ne sait pas. On ne sait pas prévoir. C'est ce que disait tout de suite M. De Pretto. Alors, déjà, je voudrais vous remercier parce qu'un patron des opérations qui est qualifié d'artiste, c'est la première fois dans ma carrière. C'est vrai que vous êtes un des grands du secteur du e-commerce. C'est pour ça que je dis ça. Non, mais merci. Et le deuxième point, c'est que Umberto a fait ma conclusion, c'est il faut se réveiller. Vous connaissez sûrement la loi de Moore. La loi de Moore, c'est tous les 2 ans, en fait, les capacités des systèmes sont doublées. C'est une façon de la voir. L'autre façon de la voir, c'est que tous les 2 ans, on fait autant d'innovations que depuis le début. Et ça change les choses. Là-dedans, il y a autant de technologies que dans les supercalculateurs qui ont envoyé des gens sur la Lune, voire plus. Oui. Voire plus. Donc, effectivement, le monde bouge. Et là, je vais revenir sur les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure très rapidement. Le transport change aussi. Voyez l'évolution en fait du transport de marchandises, mais du transport de colis.
Le transport de colis est en croissance importante. Et dans le transport de colis, c'est le transport express qui est en croissance importante. Et là, vous faites le lien Prime, Amazon Now, vous faites le lien avec le standard il y a 6 ans, c'était de préparer les commandes en 2 jours. Le standard il y a 3 ans, c'est en 1 jour. Le standard de l'année prochaine et des 2 prochaines années, c'est ce qu'on appelle le H+. C'est-à-dire, vous recevez la commande, vous la préparez dans la journée, en quelques heures. Donc, le transport du colis et l'activité logistique et la supply chain, en fait, de ce qu'on appelle le B2C, est fondamentalement différente d'une activité, on va dire, classique B2B. Pourquoi ? En fait, le driver le plus important, c'est que le coût de la non-qualité est extrêmement important dans le B2C. J'ai été chez des grands distributeurs. Lorsque vous livrez un camion en retard dans un magasin, c'est pas bien, mais à la fin, l'impact sur le client final n'est pas direct. Nous, on expédie plus de 12 millions de commandes par an, avec une croissance de l'ordre de 20%. Chaque retard a un impact. Le moindre retard, c'est un appel, c'est un retour, c'est un geste commercial, etc., etc. Et j'en passe lorsqu'il y a de la casse, de la perte, qu'on a perdu le colis. Donc en fait, le niveau d'exigence, et notamment des chargeurs, est beaucoup plus élevé en B2C qu'en B2B. Beaucoup plus élevé. Le deuxième point, c'est qu'en B2C, la logistique et je dirais la supply chain est un argument commercial directement sur le site. Quand vous commandez, vous avez la date de livraison. S'il y a un jour de plus, je vous le dis, il y a moins de commandes. Moins de commandes. Et c'est direct. Vous gagnez un jour sur le site, vous améliorez ce qu'on appelle le taux de transformation de la page. Donc vous gagnez du chiffre d'affaires. Donc la supply chain est un argument commercial, pas seulement dans le discours, mais concrètement dans les faits, dans votre performance commerciale. Donc le niveau d'exigence est très fort. Le point aujourd'hui, et pourquoi on pense que effectivement soit les drones, soit la robotisation vont changer fondamentalement l'équilibre qu'on a aujourd'hui, c'est que l'équilibre de service qu'on a trouvé aujourd'hui sur la livraison, elle est de faire porter en fait l'équilibre sur le consommateur. L'équilibre aujourd'hui est un équilibre de coût bas, on le disait tout à l'heure, déflation, coût bas, livraison rapide et très forte capillarité. Pour tenir ça, c'est le client qui fait l'effort. Il va chercher au point retrait. Créneau de livraison pendant 4 heures. Je prends ma demi-journée, il n'est jamais content. Même quand vous livrez dans les temps, il n'est jamais content. Vous livrez à 8 heures, il se dit j'aurais pu aller au boulot et pas prendre une demi-journée. Vous livrez à midi, il dit j'aurais pu me livrer plus tard, j'ai attendu toute la matinée pour mon produit. On est tous des consommateurs, on a tous réagi comme ça au moins une fois. Et lorsque vous livrez à 13 heures, c'est la fin du monde. Donc, on fait porter l'effort sur le consommateur. Ce que veut le consommateur, c'est être livré où il veut, quand il veut, pas cher. Et la robotisation, les drones, vont permettre et ouvrent la voie pour faire ça. Pourquoi ? Parce qu'ils vont faire baisser, en fait, de manière drastique, le coût marginal du kilomètre et du dernier kilomètre. Et c'est là où le changement est important. Parce que, à partir du moment où on est capable de faire baisser ce coût marginal, on est capable de répondre aux clients. Donc, les bases aujourd'hui pour répondre aux clients, elles sont déjà là. La première base, c'est une information en temps réel. La majorité des transporteurs avec lesquels on travaille et des plus avancés nous donnent une information tracking 17 fois par jour. Quand vous livrez du Amazon Now en 4 heures, c'est totalement insuffisant. Donc le sujet est d'abord un sujet d'information et de capacité à donner une vision temps réel. Ce n'est pas nécessaire, c'est un minimum. Ça sera un minimum et très très vite. Nous, on commence à refuser des offres de transporteurs qui sont mieux disants sur le papier parce que la fréquence d'information n'est pas suffisante. Parce que la fréquence d'information n'est pas suffisante. Si je n'ai pas assez d'informations, j'ai un appel au service client. Ça me coûte un appel. Vous savez combien ça coûte? Un peu plus d'1 euro. Vous voyez combien coûte la livraison d'un colis. Si vous avez un appel de plus, ne serait-ce que sur 20%, ben généralement, vous augmentez en fait vos coûts final, total, en fait, des marchandises transportées et du colis transporté de manière importante. Donc l'information en temps réel est un minimum, deviendra un minimum et très très vite. Le deuxième point, et vous en avez parlé, c'est l'analyse de données. Le niveau, ce qu'on appelle la data science, etc., va devenir un actif majeur. Et si vous n'êtes pas capable d'analyser vos données, pour améliorer votre performance, vous aurez un train de retard.
Le dernier point, et qui est extrêmement intéressant, on parle beaucoup des drones. Moi, je pense que l'exemple le plus marquant, c'est Kiva. Kiva, ce sont des robots en fait, de préparation en entrepôt. C'est une entreprise qui a été rachetée par Amazon il y a 4-5 ans. Et Kiva, ça veut dire quoi à la fin? Ça veut dire que je suis capable de préparer en quelques heures dans un entrepôt à un coût extrêmement faible. À un coût extrêmement faible. Donc, je réponds à la solution vitesse, coût bas, très fort service. Et donc la robotisation, à mon sens, et on parle effectivement, notamment il y a certaines postes, il y a Mercedes qui vient de lancer un camion à l'intérieur duquel il y a des dizaines de robots, donc ils envoient le camion sur une zone, il y a des robots qui partent avec tous les colis à livrer et qui font la zone et qui reviennent au camion. Donc tous ces éléments de robotisation vont permettre de baisser le coût marginal du dernier kilomètre et donc vont permettre de changer de paradigme. Et d'être dans un paradigme où le client, il est livré où il veut, il peut changer d'avis. Pensez juste à, vous êtes chez vous le matin, vous êtes censé être livré, vous allez chez votre voisin ou chez votre mère à 200 mètres, aujourd'hui, vous êtes incapable de vous faire livrer à 200 mètres. C'est la même tournée, c'est juste à côté. Information temps réel, capacité à changer mon adresse de livraison, et en fait, à ce que le transport réponde à mes besoins. Et ça, et la robotisation, doit permettre de faire ça. Et ceux qui ne le feront pas seront dépassés. Umberto De Pretto, on vient d'entendre Anil Benardende de chez Showroom Privé. La connectivité d'un véhicule, elle génère en effet de la data, justement. Pour les entreprises du secteur, c'est une mine d'or, bien entendu. Tout ça se valorise, bien sûr. Toutes ces données sur le kilométrage effectué, la consommation, l'itinéraire, etc. Ça peut permettre peut-être de vendre des publicités géolocalisées, de gérer peut-être plus finement les contrats d'assurance. Ce sont des revenus supplémentaires pour les entreprises du transport routier? Pour les gens qui gèrent les données, oui. Parce que data, ce sera le futur. Tout ça sera basé sur la data. Tout ce qui est interconnecté, ce sera basé sur tous les data qui arrivent, où le camion doit aller, le client qui commencera ici, tout ça sera lié par des données. Oui, ça veut dire que ça peut être beaucoup plus efficace et ça veut dire un rendement plus important. Si on le suit. Si on ne le suit pas, si on reste traditionnel, moi j'ai mon camion, j'ai mon conducteur, oui, on peut gagner l'argent, mais pas au même niveau si on utilise tous les moyens qu'on peut. Le problème, par contre, qu'on a, c'est nous, on veut échanger toutes ces données. Les gouvernements aussi nous poussent, disant tout doit être digital maintenant, électronique. Tout, et everything, comme on dit en anglais. Et par exemple, le CMR. Toutes les données qui sont dans la lettre de voiture de CMR. Maintenant, c'est électronique. Maintenant, c'est digital. En France, maintenant, la France a adhéré au protocole de l'ONU qui permet ça. Ça veut dire maintenant, en principe, légalement, tellement que c'est traduit dans la législation nationale, que dans un camion, ce n'est pas nécessaire d'avoir le document. Mais par contre, dans d'autres pays, on a toujours besoin des documents. Nous, on vient de faire un test pilote avec le système TIR que nous, on gère, entre l'Iran et la Turquie. Pourquoi l'Iran et la Turquie? Parce qu'on a dit, si on peut le faire là, on peut le faire n'importe où. Alors, on l'a fait, et tout a très, très bien fonctionné, tout complètement digital, sans papier, mais par contre, la loi en Turquie disait, oui, mais on a besoin de papier. Alors, on était obligé, malgré toutes les données, il faut adapter la législation, ouais. La loi disait, on doit faire ça. Et ça veut dire que le plus grand restreint que moi je vois dans le futur, c'est le Uber va par là, sans penser à la loi. Nous, on respecte la loi, alors nous, on est plus lente parce qu'on respecte la loi. Encore, ce n'est pas un appel de ne pas respecter la loi. C'est un appel aux politiciens qui sont responsables pour les lois d'aller plus vite, de nous suivre plus vite. Et encore, peut-être prévoir au lieu de suivre. Mais maintenant, l'innovation... Parfois, c'est un peu compliqué. Bon, ça c'est compliqué. Bon, oui. Bon, chez certains politiques. Juste, avant que Jean-Marc Daniel conclue et avant que je vous demande à tous, si finalement on pourra gérer à terme des flottes complètement automatisées, est-ce que c'est la fin du bon vieux transport routier? Parce qu'on parlait tout de suite des drones, tout de suite, avec ce responsable de showroom privé. Juste encore un tout petit mot, Nicolas Authière, simplement, puisqu'on a évoqué cette notion de platooning tout à l'heure, cette conduite en peloton, c'est cette expérience qui a été menée en direction des Pays-Bas.
avec des différents points de départ, hein, selon les constructeurs. Alors, Volvo et Scania sont partis depuis la Suède, MAN et Daimler depuis l'Allemagne, DAF, Iveco depuis la Belgique. Hein. Le platooning, c'est une technique qui permet d'optimiser le transport routier de marchandises. Comment ça fonctionne concrètement, justement, ce peloton, hein, avec avec de l'interconnexion tout le temps, hein. Le principe est simple, finalement, comme je vous ai expliqué que les capteurs des véhicules sont myopes, plus on colle de véhicules, plus le capteur fonctionne bien. Donc finalement, hein, ces capteurs, ces radars automobiles, hein, issus de l'automobile, permettent de gérer, couplés à de la télécommunication, hein, de rapprocher les deux véhicules très proches et en dessous des seuils réglementaires actuels, et donc de pouvoir en fait coupler et même d'aller coupler les freinages pour essayer, hein, d'aller augmenter le rendement, hein, des deux véhicules. C'est le camion de tête qui finalement donne les informations, voilà, des conditions de transport, et il relaye toutes ces informations derrière lui, voilà, finalement, et tout le monde réagit en même temps. Exactement. Et qu'est-ce que ça apporte justement? C'est quoi l'avantage? L'avantage, et donc là moi je n'ai pas d'avis là-dessus, c'est de pouvoir permettre aux conducteurs derrière de pouvoir arrêter de travailler. Il ne travaille plus, il a un statut encore juridiquement inconnu. Hein, donc il ne travaille plus, mais il ne se repose pas. Hein, on stoppe. Et donc finalement, ça permet au couple, si au bout d'un moment, celui qui est derrière va pouvoir passer devant et augmenter l'autonomie du couple avant de s'arrêter pour se reposer. Donc finalement, les camions pourront rouler beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Quelque part. Voilà. Et tout ça est économe aussi en énergie, nécessairement, puisqu'il y a moins d'à-coups, tous les camions savent exactement où ils vont. Exactement. Donc c'est en théorie, c'est de la sécurité, de l'efficacité et du gain de productivité. Mais il faut un feu vert des autorités. Il faut le feu vert. Il y a encore plein d'obstacles du type passer une gare de péage, impact sur les ouvrages d'art. Bien sûr. Voilà, il y a plein de problèmes encore, à la fois techniques et réglementaires, qui font que la Commission européenne, hein, lance encore des appels à projets de recherche sur cette question pour essayer de lever. Donc on est encore, hein, il y a une volonté d'aller très vite, et c'est là, dernier point important, c'est que, hein, il faut se mettre dans la tête que la recherche, on a une idée d'un modèle linéaire derrière, hein, la recherche, l'expérimentation, le déploiement et la commercialisation. Eh bien ça, c'est remis complètement à plat avec ces nouvelles technologies de véhicules. La recherche, elle va souvent être après l'expérimentation. Dans ce cas des Pays-Bas, l'appel à projet de la Commission européenne sur le platooning multibrand, hein, eh bien, il suit l'expérience du printemps. Et donc, c'est les données qui ont été recueillies pendant ces expérimentations, les problèmes qu'il y a eu, qui vont être traités par la réponse à un appel à projet. Donc, on inverse complètement les cycles d'innovation et de recherche, hein, sur ces nouveaux véhicules. Et ça, pour le monde de la route, et pour le monde politique, et pour les agences qui financent la recherche, c'est extrêmement perturbant. Alors, allez, pour terminer, on se dit au revoir avant de retrouver Jean-Marc Daniel. Le camion garde de l'avenir ou pas? Chacun, allez, Monsieur Van Witterberg de l'OIE. Oui, bien sûr, le camion garde l'avenir, ne serait-ce que ce que M. Daniel disait, il y a obligatoirement besoin de la route. Si je pense par exemple à notre pays, on parle beaucoup de transport multimodal, de transport ferroviaire, de transport, etc. On a quelques soucis, parce que je ne voudrais pas être pessimiste, mais notre SNCF est endetté à hauteur de 42 ou 44 milliards d'euros. Presque 50 milliards, oui. Voilà. Comment peut-elle envisager de faire des travaux, ne serait-ce que sur les voies, sur les ponts, sur les gabarits, etc. On le voit sur le transport multimodal au port du Havre, qui est en règlement judiciaire. Donc il y a beaucoup de problèmes, ou au Verdon, où il y a eu encore d'autres problèmes. Donc oui, il y a un avenir certain pour le camion. Néanmoins, on l'a vu dans le débat, il y a une opposition entre le tout technologie, comme disait Umberto, ou monsieur Hamid Benard, et ce que disait effectivement Nicolas, la réglementation. La réglementation, elle peut être tatillonne, elle peut être embarrassante, mais je pense qu'elle a un rôle du principe de précaution, comme on dit.
Et elle doit aussi amener à une réflexion sur les changements de métier, notamment des chauffeurs. Oui. Ça, c'est fondamental. Monsieur De Pretto, un mot, court, oui. Promis. Oui. Le temps passe. Oui. C'est passionnant. La réponse est oui, il y aura les camions autonomes, il y a un futur. Ce qui va bloquer ça, ou pas bloquer, mais freiner, c'est la politique. Parce que quand on parlait de platooning, quand aussi un peu à l'arrière, le système intermodal, pas intermodal, un modular concept modulaire, où on a 2 containers. Et en Australie, ils peuvent avoir 4 ou 5, mais ici, dès le moment que c'est une menace au rail, la politique change. Oh, ça peut être une menace au rail, alors est-ce qu'on doit laisser avancer ça quand c'est pour l'économie, c'est pour l'environnement, c'est pour les transporteurs, c'est pour tout le monde. Mais ça sera bloqué quand même à cause du rail. Bon, un dernier mot, showroom privé. Oui. Le camion, plus le drone. Le camion, plus le drone, plus beaucoup de choses. Plus le robot. Beaucoup de choses. Le sujet est un sujet d'agilité. Merci, restez là. On va écouter Jean-Marc Daniel. Jean-Marc, on a entendu beaucoup de choses. On y est déjà, c'est ce qu'on dit depuis le début de la matinée. Le transport change, avec quand même des conséquences quand même. Parce que j'entends beaucoup parler de drones, d'automatisation, de véhicules autonomes, de conducteurs qui se reposent. On entend également de robots également sur les plateformes. C'est un coût social tout ça ou pas? Alors, il est évident que ça a un coût social immédiat. C'est-à-dire, il y a des emplois qui disparaissent. Heureusement que nous. Mais d'autres secrets. Oui, heureusement que nous n'avons pas la même structure d'emploi qu'en 1950 ou en 1900. Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire qu'effectivement, il faut anticiper ces évolutions et il faut que les gens qui vont être impactés par ces évolutions aient à leur disposition des formations qui leur permettent de remplir des nouveaux métiers dans le nouveau monde dans lequel on va vivre. Et la deuxième chose, la grande erreur, et on en a parlé à plusieurs reprises dans la table ronde, ce serait de freiner. C'est-à-dire pour des raisons politiques, sur des bases plus ou moins idéologiques, de dire on va arrêter ça parce qu'on ne le maîtrise pas, on ne sait pas où l'on va. Chaque fois que l'on essaie d'arrêter quelque chose, que l'on essaie d'arrêter un processus, ça fait prendre à la fois du retard au bien-être dans la société et puis c'est assez vain. On n'empêchera pas les gens de vouloir que l'appareil productif soit plus efficace. On l'a dit, derrière tout ça, il y a l'exigence du consommateur. On fait tout ça non pas pour le plaisir de satisfaire les fantasmes de quelques ingénieurs un peu tout fous et de docteurs Folamour du transport, mais parce qu'il y a le consommateur, et le consommateur est exigeant. Le mot qui a été prononcé à plusieurs reprises, c'est exigeant. Et donc, toutes ces technologies ont comme objectif de répondre aux exigences du consommateur. Merci, je remercie donc Jacques Van Wintenberg donc, de l'Observatoire de l'innovation dans l'énergie, Nicolas Authière de l'ISTAR, le laboratoire ISTAR, Anil Benardende, directeur général de Showroom Privé, Umberto De Pretto de l'Union internationale des transports routiers. Encore un mot, Jean-Marc Daniel? Juste un petit mot, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est le retour du rail. J'avais annoncé que le rail ne devait pas négliger la route. À plusieurs reprises, les intervenants ont dit aussi qu'il fallait se méfier quand même du rail, que le rail était endetté, mais pas forcément mort. Quand on a dit les convois, ce sera un peu comme le tram, c'est du rail aussi. Et donc, je pense qu'un des enjeux de tout ça, c'est que la route, non seulement ne doit pas négliger le rail, parce que le rail a eu tort de négliger la route. Merci tous les 4. Passionnant, on continue. Bonne journée à tous.